Alors après avoir introduit un petit peu le petit contexte de tout ça, quelles sont les ambitions de Microsoft avec Windows à l'avenir et quel mouvement va insuffler en fait la firme de Redmond avec cette nouvelle version de Windows? Si on reprend les différents points clés de l'événement de juin, plusieurs éléments gravitent autour de Windows. Comme je l'ai dit précédemment, une cohérence entre l'OS et l'écosystème applicatif au niveau de l'interface et des interactions, quand je parlais du fluent design. Ça, c'est par exemple Microsoft Edge ou encore la suite Office qui sont dans une continuité en termes d'identité visuelle ou de méthodologie d'utilisation par rapport à l'OS. En somme, une expérience plus naturelle, je dirais, et plus instinctive pour l'utilisateur. La seconde chose, la versatilité, c'est la faculté de l'OS à s'adapter au contexte hardware avec lequel il fonctionne. Cela inclut l'architecture x86 comme ARM au choix, et ça peut être aussi le form factor, donc PC, laptop, tablette convertible, etc. La manière d'interagir avec son cercle d'amis, donc toute la partie communication avec Teams qui succède implicitement à Skype, cette fois-ci du côté du grand public. Une interaction plus profonde avec l'écosystème Xbox, l'arrivée du Game Pass, ainsi que les fonctionnalités qui étaient déjà disponibles sur Xbox Series, comme par exemple l'Auto HDR ou encore le Direct Storage qui permet de faire communiquer votre SSD et votre GPU sans passer par le CPU. Voilà. Et une intégration native, enfin une prise en charge native des applications Android. Ce sont des points qui me semblent en tout cas intéressants, cette connexion qu'il peut y avoir entre les différentes couches de l'OS, en passant par les applications. C'est aussi pour Microsoft l'occasion de remettre à plat certaines choses, par exemple au niveau des specs, plus de prise en charge des processeurs 32 bits, donc 1 GHz minimum, 4 Go de RAM de mémoire minimum pour le fonctionnement, contre les 2 qu'on pouvait avoir sur Windows 10. L'obligation d'avoir une fonction de démarrage sécurisée avec l'UEFI, donc les fonctions legacy ne fonctionneront plus. Le fameux module TPM en 2.0, une carte graphique compatible au minimum DirectX 12, un écran définition, bon bref, après il y a plein d'autres choses comme ça. Et voilà. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que ce sont des informations qui sont à destination notamment des OEM. En fait, les OEM, ce sont ceux qui sont les entreprises qui produisent des PC, que ce soit Dell, Lenovo, HP, etc. Puisque ce qui était facultatif en 2016, comme la fameuse puce TPM 2.0, est devenu d'ailleurs un sujet très controversé. Là, c'est obligatoire maintenant. Alors, petit point TPM, donc la puce TPM c'est quoi? En fait, il s'agit d'une puce sur laquelle est stockée la clé de déchiffrement du stockage de votre ordinateur, donc que ce soit HD, disque dur ou SSD, dans lesquels se trouvent vos données personnelles. Le but de la démarche derrière ça, c'est de protéger vos données personnelles. Cela veut aussi dire que si votre ordinateur personnel ne dispose pas de cette puce, toutes les données stockées sur votre matériel de stockage sont accessibles en clair, et donc au final le fait de connaître ou non le mot de passe de la personne n'a aucune espèce d'importance, que ce soit pour un hacker comme pour un technicien qui vous propose de réparer votre ordinateur. Voilà. Le TPM, c'est quelque chose qui fait partie des best practices du côté des entreprises, mais qui n'était pas forcément systématiquement le cas du côté du grand public. Et ce n'était pas forcément la faute des constructeurs, puisque jusqu'à 2016, il me semble de mémoire que l'édition famille ne proposait pas de fonction de chiffrement. Donc ça n'avait aucune espèce d'intérêt qu'un constructeur vous fournisse une puce TPM si le produit qui était inclus dedans ne gérait pas le TPM. De mon point de vue, si Microsoft impose le TPM dans Windows 11, c'est surtout notamment vis-à-vis de l'explosion des cybermenaces, que ce soit avec du ransomware ou de l'extraction de données personnelles dans un but malveillant. Je ne dis pas que ça va vous protéger de tout, je dis juste que ce dispositif va en tout cas réduire la surface d'attaque. Après, si vous ne disposez pas de module TPM, c'est pas grave, Microsoft va de toute manière maintenir Windows 10 pendant encore 4 années. La fin est prévue pour le 14 octobre 2025. Et si là vous êtes toujours indécis à l'idée de mettre à jour votre ordinateur, par exemple par rapport à vos convictions liées à l'écologie, ou si vous avez un laptop où tout est soudé,
Bon, bah là, c'est sûr qu'il faudra en racheter un. Ou autrement, vous avez aussi des offres de cloud computing comme Shadow. Hein. Et de la même manière que la fonction xCloud est disponible à travers le Game Pass, Microsoft proposera sûrement des offres de cloud computing à travers son offre Microsoft 365, hein, comme c'est déjà le cas actuellement pour les professionnels. C'est quelque chose qui n'est pas forcément démocratisé pour l'heure, hein, pour le grand public, mais peut-être que dans 5 ans, ça sera quelque chose qui sera plus naturel en termes d'adoption, je m'entends bien. Voilà. Voilà pour le point TPM. Après le succès de MSN et Windows Live Messenger, puis l'échec cuisant de Skype en termes d'adoption, notamment avec l'émergence de solutions un peu plus dans l'air du temps, hein, que ce soit Facebook, WhatsApp, Discord, etc. Microsoft a lancé en 2016 Teams qui avait pour mission de remplacer les applications de communication existantes au sein des entreprises telles que Lync ou Skype for Business. Microsoft Teams est devenu le cœur de la stratégie entreprise pour Microsoft et c'est aussi le point d'entrée pour tout ce qui est service Microsoft 365, que ce soit les interactions avec la suite Office, la planification, calendrier et des réunions, etc. OneDrive pour le stockage personnel et SharePoint pour tout ce qui est stockage partagé entre les équipes. Et depuis mi-2021, Microsoft a commencé à décliner une version grand public de Teams, qui est une version un peu plus light, incluant tout ce qui est gestion de calendrier et rendez-vous, et toute la partie facilité d'accès au stockage OneDrive, et bien entendu, vous avez aussi toute la partie messagerie instantanée, création de groupe, visioconférence, etc., héritée de Skype. Microsoft compte intégrer nativement Teams au sein de l'expérience Windows 11. Pour ma part, je reste quand même dubitatif par rapport au fait que le grand public, je pense, pour la plupart, ont choisi leur outil de prédilection au début de la crise Covid. À voir la manière dont il va être intégré dans Windows et comment il va se démarquer des autres, hein, parce que bon, la concurrence est rude. Autant je trouve que ça a du sens en entreprise, hein, car cette brique de Microsoft a permis de rendre les outils collaboratifs plus intuitifs à utiliser et à manipuler. Autant pour le grand public, j'ai du mal à voir la plus-value qui donnerait envie à l'utilisateur en tout cas de l'utiliser. Après, Microsoft a aussi annoncé que les comptes Microsoft seraient obligatoires pour la configuration de Windows, donc peut-être qu'il y aura des informations peut-être plus pertinentes sur Teams, peut-être plus de facilité à joindre les gens, etc. À voir. Dernier point pour finir, Microsoft renforce son partenariat avec Amazon qui avait commencé avec une possible intégration d'Alexa à la place de Cortana pour le grand public, sauf que là on parle d'une intégration d'un partenariat un peu plus profond puisqu'on parle de l'intégration d'Amazon App Store pour le téléchargement d'applications Android sur Windows. Ce n'est pas la première fois que Microsoft intègre cette possibilité dans son écosystème puisqu'ils avaient déjà tenté l'expérience sur Windows 10 Mobile. C'était le projet Astoria, je crois. Bon, la petite particularité, c'est qu'on était sur la même architecture, ce qui n'est pas le cas en l'état actuel. On parle plutôt de faire fonctionner une application sur une architecture Android sur une architecture x86. Et à l'heure actuelle, pour faire fonctionner ce genre d'application, il faut obligatoirement faire de l'émulation, hein, chose que vous avez peut-être déjà pu expérimenter si vous faites vous jouez en rétro gaming sur votre PC ou si vous avez testé peut-être BlueStack pour lancer les applications Android. Donc on est obligé de simuler un environnement permettant le bon fonctionnement d'Android. En revanche, en termes de gestion des ressources, c'est pas du tout optimisé. Et ce qu'a choisi de faire Microsoft, c'est de se baser sur une technologie d'Intel permettant de faire de la post-compilation. Alors schématiquement, un compilateur permet de rendre un code structuré compréhensible par votre ordinateur. Hein. Ce code est ensuite compilé et envoyé donc, au processeur qui va suivre les instructions qu'on lui a envoyées. Ce que va faire la solution proposée par Intel, c'est de pouvoir compiler à la volée une application Android déjà compilée pour la rendre compatible sur une architecture PC. C'est une fonctionnalité qui d'ailleurs s'ancre aussi dans la stratégie d'Intel, qui parle beaucoup d'XPU pour les professionnels et qui désigne des applications ayant besoin de mixité au niveau architecturel, enfin sur le hardware sur lequel il fonctionne, pour répondre à différents besoins. Chose qui dorénavant sera du coup visible pour le grand public avec Windows 11 et la prise en charge des applications Android qui ne seront pas limitées uniquement au store d'Amazon puisque vous pourrez importer vos propres APK. Et pour finir, Microsoft a aussi annoncé que sur son store le support des applications x86, là où avant on était obligé de mettre une application en conformité avec le store, c'était les Universal Windows App, ce qui n'est plus le cas maintenant.